Les gonzesses et la boxe, ça ne fait pas bon ménage. Baiser, ça vous scie les pattes. Une citation un peu crue, mais ô combien significative de la légende du noble art qu'est Jake LaMotta. Car encore aujourd'hui conspué par de nombreux athlètes, l'orgasme masculin était déjà accusé de tous les maux bien avant notre ère. Dans le monde antique, médecins, philosophes et spécialistes du gymnase étaient unanimes. Le sexe rend les hommes faibles, et celui qui cherche à devenir plus fort doit à tout prix éviter les plaisirs de la chair. Une théorie qui fera des athlètes grecs de véritables moines, capables de toutes les excentricités pour fuir la tentation, et ce, dans l'espoir de devenir plus forts. Si vous trouviez qu'à notre époque, certains sportifs peuvent parfois être extrêmes, alors je vous conseille de bien vous accrocher, parce que clairement, vous n'avez rien vu. C'est à Crotone, cité grecque du sud de l'Italie, que seront posées au VIe siècle avant notre ère les premières pierres de l'abstinence sportive. L'instigateur, vous le connaissez tous, puisqu'il s'agit du célèbre Pythagore. À la tête d'une confrérie scientifique et religieuse, le philosophe portera entre autres un discours très élaboré en ce qui concerne le développement de la force physique. Personnage ambigu, particulièrement critique envers le sport compétitif, qu'il accusait de provoquer la jalousie, le désir sexuel ou encore la recherche déraisonnée de la force et des honneurs, il fréquentera pourtant les gymnases avec assiduité afin d'y recruter de nouveaux adeptes parmi les jeunes hommes de la cité. Il y fera d'ailleurs la rencontre de celui qui deviendra bientôt son gendre, le plus grand athlète de toute l'Antiquité et septuple champion olympique de lutte, Milon de Crotone. Si ses enseignements pouvaient parfois varier selon qu'il s'adressait à des sportifs ou à des sédentaires, comme ce fut par exemple le cas avec la consommation de viande, qu'il recommandait aux athlètes tout en promouvant le végétarisme chez ses adeptes, il était en revanche bien plus intransigeant sur d'autres points comme la sexualité. Diogène rapporte à ce sujet que lorsque l'un de ses disciples vint lui demander quand est-ce qu'il fallait avoir des relations, Pythagore répondit avec fermeté « à chaque fois que tu veux te rendre faible ». Il précisera que si l'acte a moins de conséquences néfastes au printemps ou à l'automne, il n'en reste pas moins pesant et sans bienfait pour la santé tout au long de l'année. La sexualité était donc vue comme un mal nécessaire, source d'affaiblissement du corps masculin, raison pour laquelle Pythagore l'encadrera strictement. Il fera d'abord campagne contre les relations extra-conjugales, incitant les hommes à la monogamie exclusive et au bon traitement de leurs épouses, tout en incitant les athlètes de son entourage à rester chastes pendant leur préparation. La pratique donnera a priori raison au philosophe, puisque son gendre, Milon de Crotone, gagnera compétition sur compétition pour devenir l'athlète le plus célèbre de toute l'Antiquité. Parmi les premiers à être notoirement abstinent, doté d'une force et d'une plastique légendaires, il servira de modèle pour les futures générations de sportifs, lesquels chercheront à imiter leur idole, y compris dans le contrôle de leurs pulsions. Le champion de pentathlon Icos de Tarente, né quelques décennies seulement après la mort de Milon, deviendra justement célèbre pour l'extrême rigueur de sa préparation. Platon dira à son sujet que pour être vainqueur au concours, lui qui possédait en son âme et la technique et la force, ne toucha jamais ni à une femme ni à un jeune garçon tant qu'il fut dans le feu de son entraînement. Il ajoutera que bien d'autres athlètes suivaient le même modèle, démontrant ainsi que l'abstinence était devenue la norme du sportif antique. Et ce n'était là qu'un début, car la position sera bientôt reprise par le père de la médecine lui-même. Dans le Prorétique, Hippocrate indique en effet que l'une des meilleures manières de formuler un pronostic à propos d'un patient sportif consiste à observer s'il a négligé son alimentation, s'il a trop bu, s'il ne s'est pas suffisamment promené, comme quoi c'est important de faire son cardio, ou s'il a fait l'amour. Coucher était donc considéré comme un facteur de maladie pour l'athlète, au même titre qu'une mauvaise alimentation ou qu'un repos insuffisant. L'une des raisons étant que dans la pensée grecque, le sperme était vu comme du sang digéré. Un homme qui prend son pied risquait donc, d'après les médecins, de perdre du sang et par conséquent de la vigueur. La théorie sera abondamment reprise et diffusée par les autres grands intellectuels de l'époque, à l'image de Platon, lequel évoquera dans ses œuvres les champions qui, pour vaincre à la palestre, à la course ou aux autres concours, ont eu l'audace de se priver de ce qui est, pour le commun des hommes, la plénitude du bonheur. Qu'est-ce que c'est joliment dit. Et c'est assez vrai quoi qu'on en dise. Vous vous en doutez, avec de tels cerveaux pour l'encourager, cette pratique n'était pas prête de tomber en désuétude. Au contraire, le champion cherchant toujours à faire mieux que son prédécesseur, on allait assister à des choses de plus en plus étranges. Au IIIe siècle avant notre ère, un certain Clétomachos de Thèbes poussera d'ailleurs son abstinence à un niveau encore jamais vu. Il pouvait quitter un banquet si quelqu'un se mettait à parler d'amour ou à tenir des propos salaces, ces soirées devaient être particulièrement chiantes, et on racontait même qu'il allait jusqu'à détourner le regard s'il tombait par hasard sur des chiens en plein acte. Qui sait, l'expression être en chien vient peut-être de là.
Bref, un comportement si extrême et décalé qu'il y avait largement matière à se moquer, sauf que Clétomachos a été double champion en boxe et en pancrace lors des 140 et 141e Olympiades. Pas tout à fait le genre de profil qu'on aime à contrarier, d'autant que ça avait l'air de bien fonctionner pour lui. La théorie de l'abstinence athlétique continuera son petit bonhomme de chemin en Grèce avant d'être reprise puis développée sous l'Empire romain. Le médecin arrêté de Cappadoce n'ira pas par 4 chemins et l'inscrira d'ailleurs noir sur blanc dans son ouvrage consacré aux maladies aiguës. Si un homme a de la semence, il sera féroce, courageux et physiquement aussi puissant qu'une bête. Des promesses alléchantes pour n'importe quel athlète avide de victoire, lesquels participeront à une surenchère de l'abstinence toujours plus exagérée. Galien rapportera par exemple dans son traité sur l'hygiène le cas d'un entraîneur qui plaçait une lame de plomb sous les reins de son poulain, afin d'éviter que ce dernier n'ait de pertes séminales pendant son sommeil. Le médecin de Pergame validera, précisant toutefois que cette pratique devait être limitée aux grands athlètes, le plomb étant très dur et susceptible de refroidir, ce qui ne convient pas aux personnes fragiles. Une bien drôle d'idée, qui dépasse de loin le simple cadre de l'abstinence, mais que Galien justifiera en assurant que l'activité sexuelle produit le même effet qu'un entraînement très intense, c'est-à-dire la dissolution de la force et la sécheresse du corps. Au milieu de tous ces grands penseurs, il n'y avait finalement que Pline l'Ancien pour apporter un petit peu de contradiction, ce dernier étant convaincu que l'amour revigore les athlètes alourdis. Tous les autres savants antiques, qu'ils aient été spécialistes du gymnase, philosophes ou médecins, étaient unanimes. Si un homme veut être performant, il doit à tout prix éviter de toucher à son pipou. Ce qui était d'autant plus difficile à l'époque quand on sait que les hommes s'entraînaient nus au gymnase, lequel constituait par conséquent un lieu de rencontre et de sociabilisation masculine très érotique. Parce que les bromances à la grecque, ça donnait des relations parfois très profondes. Notons cependant que l'abstinence totale n'était pas sans conséquences délétères aux yeux des médecins antiques. Les risques induits pouvaient certes être réduits par l'exercice, raison pour laquelle les athlètes étaient encouragés à s'abstenir, mais ils ne disparaissaient pas totalement pour autant. Galien mentionnera par exemple la possibilité de spasmes, de délire ou encore d'atrophie génitale dans les cas les plus graves. Bref, en dehors des sportifs qui étaient de toute manière connus et souvent critiqués pour leur comportement extrême, qu'ils soient alimentaires, physiques ou sexuels, la médecine hippocratique préconisait quelque chose d'intemporel et de profondément sain, la modération. En guise de conclusion, on peut se demander si ces athlètes avaient raison de se priver, d'autant que la théorie de l'abstinence continue encore aujourd'hui à être diffusée et à faire de nouveaux adeptes. Pour répondre de manière objective, je vous ai préparé un petit florilège d'études scientifiques. Mais avant ça, sans tricher, je vous encourage chaudement à donner votre avis dans les commentaires. Surtout si vous avez déjà expérimenté, je pense qu'on va au-devant de débats très intéressants. Quoique je m'emballe peut-être. Donc, de manière très factuelle, une importante étude de 2016 nous indique que si avoir un rapport moins de 2 heures avant une compétition sportive semble affecter négativement les performances, il n'y a en revanche plus aucune différence entre l'abstinent et le non-abstinent 10 heures après l'acte. Bref, la chose n'entraînerait des désagréments que très temporaires et le faire la veille d'une compète ne serait pas bien préjudiciable. D'un autre côté, parmi les arguments préférés des abstinents, on constate en effet un pic de testostérone après 7 jours de vie monacale, lequel diminue doucement dès qu'il est atteint pour revenir à un niveau sensiblement normal. Si on considère qu'il s'agit là de testostérone libre, c'est-à-dire biodisponible, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, les effets sont hélas bien trop ponctuels pour avoir une réelle influence sur la musculature ou la force. Il pourrait éventuellement augmenter l'agressivité le temps d'un combat, si on a de la chance au niveau du timing, encore que. Les taux repartent ensuite à la hausse si on arrive à garder le cap pendant 3 semaines, mais on en revient finalement au même problème. Ça reste bien trop léger pour être significatif. Si on ajoute dans la balance le fait que de nombreuses études ont fait le rapprochement entre une faible pratique sexuelle et moult problèmes de santé d'alignement mauvais chaotique type cancer, diabète, arthrite et autres maladies cardiovasculaires, la balance risque-bénéfice est à mon sens très défavorable. Pour ceux qui voudraient davantage explorer le sujet, je vous ai mis quelques liens en description. Autrement dit, et pour reprendre Platon, ce n'était vraisemblablement pas la peine de se priver de la plénitude du bonheur pour devenir un meilleur athlète. L'efficacité de l'abstinence antique semble davantage s'être reposée sur un effet placebo plutôt que sur de réels effets physiologiques. Par contre, et je ne pouvais pas ne pas en parler, certaines études semblent affirmer que le libertinage booste très considérablement les taux de testostérone. Coup dur pour les pythagoriciens et la monogamie. Donc un Sumérien voit cela et dit « Ah, chais !» N'allez pas pour autant penser que je vous pousse au vice, puisque même avec d'importantes hausses, vos taux resteront assez normaux. Les consommateurs de potions magiques, même en dose très légère, ont de toute façon une testostéronémie infiniment supérieure à tout ce que nous autres, pauvres mortels, ne pourrons jamais imaginer produire. Ce n'est donc pas en essayant de vous retenir, ou au contraire en papillonnant à gauche à droite, que vous finirez comme Arnold ou Mike Tyson.
D'ailleurs, lui, il n'était pas vraiment du genre à se retenir. Si vous tenez absolument à optimiser votre testostérone, ayez plutôt une bonne hygiène de vie et prenez du magnésium. Par exemple avec le code IronQuest sur MyProtein. Au moins là, vous êtes sûr d'avoir un truc qui marche, et en plus, moi, ça me fait un petit pourboire. Cependant, et je terminerai là-dessus, si jamais l'abstinence peut vous aider à lutter contre une addiction malsaine, que vous avez la sensation que ça vous aide, et que vous n'en souffrez pas de manière générale, alors je vous en prie, ne vous amusez pas. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ça ne coûte rien, mais c'est peut-être la chose la plus sympa que vous pourriez faire pour moi. Vous pouvez également me soutenir en vous faisant plaisir via le code de réduction IronQuest, utilisable chez mes différents sponsors long terme que sont MyProtein, pensez au magnésium, Beast Performance ou encore Oli Energy. Un grand merci à Geek & Fit, qui m'a donné beaucoup de références pour la partie scientifique, sachant que vous trouverez ces dernières, accompagnées comme d'habitude de mes sources historiques, dans la description. Sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon entraînement, et à vous faire des bisous. Salut mes gens!